Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons tenter de comprendre ensemble comment réduire les droits de succession, comprendre comment réduire la fiscalité associée à une succession. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Véronique Drillon-Jourdain, notaire à Paris au sein de l'étude Le Tulle. Bonjour Véronique Drillon-Jourdain. Bonjour monsieur. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et à vos côtés également Christine Valence. Bonjour Christine Valence. Bonjour monsieur. Vous êtes ingénieure patrimoniale au sein de BNP Paribas, banque privée. 15 minutes pour essayer de comprendre ensemble comment réduire les droits de succession, en tout cas la fiscalité associée à la succession. On va peut-être commencer avec vous, Véronique Drillon-Jourdain. Aujourd'hui, quand on n'anticipe pas sa succession, quelle est la fiscalité associée? Quels sont les droits de succession de manière générique, si je puis dire? Alors, vous savez peut-être que les droits de succession varient en fonction de la qualité de l'héritier, s'il est descendant ou si c'est un collatéral. Bien sûr. Voilà, ouais. donc ça varie, je dirais, entre 20 et 60%. D'accord. Ça ouais. va jusqu'à 60% quand on est étranger. Plus on est proche finalement de la personne défunte, moins les frais de succession, les droits de succession seront élevés. Exactement. Et en sachant que ça peut aller jusqu'à 60% quand on est un étranger par rapport au défunt. Donc et ensuite, on va regarder par rapport aux enfants, ensuite aux oncles et tantes, potentiellement aux cousins, aux neveux, et ensuite et c'est progressif. ainsi de suite. Et c'est progressif, puisque par exemple, quand il y a des descendants, vous pouvez aller de 20 jusqu'à 45% quand vous êtes un enfant. D'accord. Le patrimoine est assez conséquent. D'accord. Ah oui, donc plus le patrimoine est conséquent, donc 20% effectivement pour un enfant, mais ça peut aller jusqu'à 45%. 45%, on commence à se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut optimiser les droits de succession potentiellement. Exactement. Et alors justement, il y a différentes façons d'optimiser les droits de succession. Je vous prie de nous excuser si vous nous entendez le bruit des travaux. Nous n'avons pas la main dessus. Christine Valence, nous avons tenté de réfléchir ensemble avant l'émission à différentes façons de réduire les droits de succession. On en a listé un certain nombre et on va les détailler ensemble. Déjà, la première chose, quand on veut réduire les droits de succession au moment de la succession, c'est de commencer à transmettre son patrimoine avant le moment où on rentre dans une succession. Oui, alors ce que vous êtes en train de dire, c'est la clé, c'est l'anticipation. On en parlait ensemble auparavant et c'est vrai que c'est un moyen extrêmement percutant, performant de préparer la transmission, à la fois sur le plan de vue civil, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on sait bien que c'est la question civile, c'est-à-dire à qui je veux donner, dans quelles conditions je veux donner. C'est les véritables questions qui doivent être posées. Et après, effectivement, le fait d'anticiper permet généralement de trouver des solutions de maîtrise des droits. Alors, vous dites effectivement de décider à qui je veux donner. On a le choix de savoir à qui on veut donner. De toute façon, on vous donne forcément à ses enfants en priorité. Alors, il y a effectivement, mais ce n'est pas une question fiscale, mais c'est effectivement le Code civil qui fixe un certain cadre. Ça dépend également comment est composée la famille. S'il y a des enfants, s'il y a des petits-enfants, s'il n'y a pas d'enfants, s'il y a un seul conjoint, etc., il y a moyen de composer. Ce dont vous parlez, c'est la réserve héréditaire qui existe, même si on en parle beaucoup en ce moment, c'est un sujet qui revient fort dans l'actualité, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, en présence d'enfants, il y a des règles qui trouvent à s'appliquer selon la composition de la famille. Mais c'est effectivement une réflexion qu'il faut avoir en amont, mais pour répondre à votre question initiale, l'anticipation de la transmission permet effectivement de réduire les droits. Alors d'abord parce qu'on peut faire des donations, ce dont vous parliez. Ces donations permettent, quand ce sont des enfants qui sont donataires, d'utiliser ou de consommer, c'est le terme que l'on emploie généralement, l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant, sans effectivement droit de donation. Donc 100 000 € que chaque parent peut donner à chacun de ses enfants. Bien entendu. Pour avoir une réduction de la fiscalité ou forcément, il n'y a pas de fiscalité. Si un parent fait une donation de 100 000 € à un enfant, eh bien, il n'y aura pas de droit de donation là-dessus. D'accord. En revanche, on peut également utiliser le don familial de somme d'argent, c'est très utilisé par les Français, qui permet de faire une don de liquidité de manière très simple, parce qu'il y a un simple enregistrement à l'administration fiscale, avec un abattement, là, une enveloppe plus exactement de 31 865 €. D'accord. Dès lors que le donateur est majeur ou mineur émancipé. Et cela peut se faire entre parents et enfants, entre parents et grands-parents et petits-enfants, et aller en l'absence de telle descendance vers des neveux ou des petits-neveux.
nièces et petites-nièces. Et les deux dispositifs peuvent se cumuler ? Bien entendu. Donc en fait, on peut donner jusqu'à 131 000 euros à peu près. Par ligne. Par an, enfant. Alors si vous imaginez une famille avec des grands-parents et des enfants et des petits-enfants, vous voyez la démultiplication et la manière de favoriser la fiscalité dans ce contexte-là. Et toujours sans aucune fiscalité ou avec une fiscalité réduite si on est jusqu'à 130 000 euros, 131 000 euros ? Aucune fiscalité, puisqu'on est dans les abattements. Alors attention, il y a des conditions, hein, comme je viens de le dire, il faut des conditions d'âge au niveau du donateur et des conditions d'âge au niveau du donataire qui fonctionnent pour le don familial de somme d'argent, mais qui ne fonctionnent pas pour l'abattement générique de 100 000 euros. Et tout ça est reconductible tous les 15 ans. Tous les 15 ans. Véronique Briand-Jourdain, c'est des choses que vous voyez régulièrement au sein de votre étude à Paris ? Tout le temps. On essaye d'anticiper les choses. Et c'est ce que disait madame, c'est que le but aujourd'hui, c'est que lorsqu'on rencontre des clients, c'est d'essayer de voir avec eux comment est-ce qu'on peut anticiper de façon harmonieuse. D'accord. Parce que c'est vrai aussi que, si vous voulez, tous ces dispositifs fiscaux sont importants, mais il faut le faire dans un cadre civil bien encadré pour que tout le monde vive les choses bien. Parce qu'il faut rappeler quelque chose de très important, c'est que si vous faites une donation de dons comme ça et que vous n'encadrez pas ça dans un contrat, bien sûr. Au moment du décès du défunt, il faudra rapporter cette somme d'argent. C'est ce que j'allais vous dire, oui, effectivement. Voilà. Il faut s'assurer que ça corresponde aux règles de succession le jour où il y a effectivement un décès. Et c'est très important de veiller à ce cadre juridique pour qu'au moment du décès, il n'y ait pas de zizanie entre les membres de la famille. Oui, on a donné plus à toi, moins à toi. On aille regarder dans l'assiette du voisin. Cette expression, mais je pense qu'elle est assez marquante. Et il est très important qu'à ce moment-là, il y ait un dialogue qui s'entame avec le futur défunt pour qu'il encadre les choses de son vivant, qu'il soit là en tant que chef de famille pour encadrer les choses et que ça se passe au mieux au moment de son décès. Alors, il y a d'autres dispositifs, ou en tout cas d'autres mécanismes qu'on va détailler avec vous. Juste avant, très rapidement, Véronique Briand-Jourdain, Christine Valence a évoqué le fait de transmettre d'un grand-parent à un petit enfant. Ça se fait de plus en plus, ça, aujourd'hui ? Énormément. C'est ce qu'on appelle la donation transgénérationnelle aussi, parce que il est important de se dire qu'aujourd'hui, on hérite de plus en plus tardivement. Bien sûr. Oui. Et de ce fait, des parents se disent, mais finalement, ça ne sert à rien que j'hérite aujourd'hui, c'est mieux que je saute une génération. Et rien que ça, le fait de sauter une génération, c'est un gain fiscal, puisqu'on ne paye qu'une seule fois la fiscalité. D'accord, ça évite de l'accumuler effectivement. Exactement. Sur 2 générations. Et les donations transgénérationnelles sont une nouveauté, on va dire, depuis une dizaine d'années. Et c'est quelque chose que les personnes ont envie de mettre en œuvre. En plus, ça correspond à une volonté souvent de se dire, mais j'ai envie d'aider mes petits-enfants. Bien sûr. Parce qu'ils ont besoin d'argent aujourd'hui. Ils ont plus besoin d'aide, entre guillemets, que mes enfants, parce qu'ils sont plus jeunes et ils rentrent dans la vie active. Alors, je continue sur les mécanismes parce que l'heure tourne. Christine Valence, il y a également la possibilité d'appliquer une sorte de démembrement de propriété. Alors ça, effectivement, c'est assez connu dans le cadre d'une succession. On donne la nue propriété à ses enfants et on en garde l'usufruit, ce qui permet de pouvoir continuer, donc par exemple dans un appartement familial, pour pouvoir continuer à bénéficier de l'appartement tout en ayant donné une partie en fait de cet appartement au moment de la succession. Oui, c'est également la clé d'une anticipation qui peut être réussie si ça correspond évidemment aux objectifs des donateurs. Alors, ça correspond je dirais, pour rebondir sur ce que vous disiez, à 2 problématiques. On l'utilise effectivement pour faire allotir une génération. Bien sûr. Avec je donne la nue propriété d'un bien, comme vous l'indiquiez, je me réserve l'usufruit, soit la jouissance du bien parce que j'y habite, sûr, oui. Mais je mettrai un tempérament là-dessus, et soit les revenus parce que c'est de l'immobilier locatif ou un portefeuille, etc. Alors l'avantage, c'est que l'assiette des droits est évidemment réduite puisqu'on calcule en fonction d'un barème de l'usufruit de la nue propriété, l'assiette, enfin la valeur de l'assiette de la donation. D'accord. Alors plus exactement. Donc ça veut dire qu'en fait ça revient à la moitié pour caricaturer ou pas forcément? Non, pas du tout, parce que ça dépend de l'âge de l'usufruitier. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Effectivement, si le donateur qui donne la nue propriété à 53 ans, par exemple, eh bien effectivement la valeur de son usufruit sera de 50%. Ça veut dire que l'assiette de la donation, si le bien vaut 1 million d'euros, par exemple à Paris, eh bien l'assiette sera de 500 000 euros. En revanche, s'il a 62 ans ou 63 ans, la valeur de son usufruit sera réduite, puisque évidemment son espérance de vie est réduite, Bien sûr. Donc sera de 40%, et du coup la nue propriété sera de 60%.
Voilà, donc c'est comme ça que l'on calcule avec, évidemment, au moment du décès du donateur qui est resté usufruitier, l'usufruit rejoint la nue propriété sans coût fiscal. Donc on a anticipé, payé des droits, effectivement le donataire a payé des droits, mais sur une valeur réduite. Je rajouterai un point, si vous le voulez bien, c'est que ça permet également de faire du saut de génération dont parlait. C'était ma question. Voilà, c'est tellement lié, c'est que effectivement on utilise la donation transgénérationnelle où on dit à un enfant, bon, est-ce que tu veux bien sauter ton tour pour que j'allotisse tes propres enfants? Et si là on est d'accord, bien entendu, on le fait. Il faut que l'enfant soit d'accord systématiquement. Oui. D'accord. Oui, ça c'est vraiment la clé. En revanche, on peut également faire la chose suivante, c'est-à-dire donner l'usufruit d'un bien, par exemple, à un enfant et la nue propriété à ses petits-enfants. D'accord. Je prends souvent l'exemple des vignes, parce qu'il y a un souci souvent sur on est à Paris, donc on parle toujours d'immeubles, etc. Mais il y a le territoire français beaucoup plus large. Et souvent, les viticulteurs veulent s'assurer aussi de la transmission sur plusieurs générations, et c'est une manière de le faire. Et ça veut dire qu'on ne garde plus rien, pour le coup. On donne de son vivant l'usufruit et la nue propriété, mais à 2 destinataires différents. À 2 destinataires différents et sur 2 générations. Et évidemment, là aussi, comme vous l'indiquez, le fait de faire ainsi permet d'éviter une transmission entre l'enfant et le petit-enfant, puisque au décès de l'enfant, l'usufruit rejoint. Donc ça permet de réduire la fiscalité. Voilà. Véronique Drian-Jourdain, autre mécanisme peut-être le plus connu ou le plus utilisé en tant que placement des Français, qui a aussi des vertus en matière de transmission, c'est l'assurance vie. Alors là, utiliser la fiscalité avantageuse de l'assurance vie, tout simplement. Oui, alors l'assurance vie, c'est un vaste domaine avec une fiscalité très spécifique. Alors on ne peut pas rentrer aujourd'hui dans tout le détail. Sachez simplement qu'il faut retenir qu'il faut essayer de le faire avant les 70 ans. D'accord. Parce qu'avant les 70 ans, il y a des avantages fiscaux qui sont beaucoup plus importants que ceux qui existent après 70 ans. Donc ouvrir son assurance vie avant ses propres 70 ans. Et placer l'argent avant ses 70 ans. D'accord, placer l'argent. Oui, d'accord. Il faut les placer aussi, parce que ça nous fait rire souvent. On l'ouvre et puis on dit on placera l'argent plus tard. Non, c'est plus possible. D'accord. C'était un temps révolu, très ancien. Et donc il faut placer son argent avant les 70 ans. Et je dirais que c'est surtout un moyen d'aider ses enfants, pourquoi pas, mais c'est aussi d'avantager d'autres personnes. Parce que comme les droits de mutation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, étaient très importants pour certaines personnes, comme les neveux et nièces, ou quelqu'un d'étranger ou autre. Bien sûr. En revanche, la fiscalité au niveau de l'assurance vie permet, on va dire, de 20 à 31%. C'est encore une grande ligne. C'est un exemple. C'est un exemple. Ça permet de transmettre son patrimoine et surtout, il y a un abattement de 152 500 € par bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Vous avez 10 petits-enfants, vous pouvez leur faire bénéficier de 152 500 par le biais de l'assurance vie. Vous avez, alors je vais dire, 10 petits-neveux et nièces, vous pouvez utiliser ce véhicule. Donc c'est un avantage. Et il est utilisable de la même manière que ce soit pour des enfants, petits-enfants ou neveux et nièces. Exactement, c'est exactement la même fiscalité, quel que soit le lien de parenté. Quand on a moins de 70 ans, j'insiste beaucoup dessus parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un mélange. C'est avant les 70 ans et avant qu'on place les sommes d'argent avant ces 70 ans. Alors il nous reste quelques minutes, on n'aura pas forcément le temps de parler du cas des entrepreneurs et des actifs d'entreprise. Je vous propose, Christine Valence, de rester plutôt sur l'assurance vie. J'imagine que c'est quelque chose que vous devez voir tous les jours. Mais est-ce que les gens qui viennent vous voir pour réfléchir un petit peu à ces différents mécanismes ont déjà forcément toujours une assurance vie? C'est tellement connu que finalement ils l'ont déjà ou Oui, la plupart du temps, c'est vrai que c'est le placement favori des Français. Hein, vous avez vu. Et généralement, il y a déjà la souscription d'un contrat d'assurance vie. Et effectivement, les primes, si elles sont versées avant 70 ans, bénéficient d'un système fiscal, un dispositif fiscal très avantageux. Et il ne faut pas oublier que normalement, en principe, en tout cas, l'assurance vie est hors du champ de la succession civile. Bien sûr, oui. Et dès lors, cela permet également, à la fois fiscalement, mais juridiquement, d'allotir quelqu'un de manière hors de la dévolution légale, si vous voulez. Et je pense notamment au partenaire pacsé, par exemple, qui n'est pas héritier en tant que tel, mais qui bénéficie d'une exonération totale des droits. Donc, il bénéficie de cette exonération comme le conjoint survivant, mais également d'une exonération totale en matière d'assurance vie. Et puis, le concubin, alors lui, pas du tout héritier, c'est évident,
non-parent. Il peut être bénéficiaire d'assurance vie. Bien entendu, il est non-parent au regard de la fiscalité. Donc, si vous faites un legs en faveur de votre concubin, eh bien, il sera taxé à 60%. Donc, on va utiliser le véhicule de l'assurance vie pour éventuellement protéger ce concubin et l'allotir et lui permettre de toucher des sommes au décès de son compagnon. Et alors, il nous reste quelques secondes. Si jamais j'ai 4 enfants et que je n'ai pas versé exactement... D'ailleurs, je peux avoir plusieurs contrats d'assurance vie avec un bénéficiaire à chaque fois. Est-ce que du coup, on peut rappeler au moment de ma succession pour recréer une égalité? Non, je vous vois dire non, Véronique Drillon-Jourdain. Je vais la laisser. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est en dehors du champ. C'est en dehors du champ, Voilà. c'est ce que nous disait Christine Valence. Donc on ne peut pas effectivement venir recréer une égalité après. Mais par contre, ça, du coup, vaut mieux encore plus anticiper au moment où on le peut. Merci Véronique Drillon-Jourdain, notaire à Paris au sein de l'étude Le Tulle, d'avoir répondu à nos questions. Merci également Christine Valence, ingénieur patrimonial au sein de BNP Paribas Banque Privée. Merci à vous également de nous avoir suivis. On vous prie de nous excuser pour les éventuels bruits de travaux que vous aurez pu avoir entendus durant cette émission. On espère vous avoir donné toutes les clés, ou en tout cas quelques clés pour comprendre comment optimiser votre succession avec les 3 grands mécanismes que nous venons de vous détailler. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.